Je suis né à l'Aragon, à Saragosse, mais j'habite au Pays Basque depuis déjà 45 ans. Hein. Je fais toute ma carrière professionnelle, et je dirais aussi comme auteur au Pays Basque. J'ai senti toujours une grande admiration par le monde de la bande dessinée et je garde encore parfaitement le souvenir de ma première rencontre avec la bande dessinée francophone. Et c'était c'était 1963, je me rappelle parfaitement, c'était l'apparition de Bijoux de la Castafiore. C'est l'album des Bijoux de la Castafiore, première édition que je garde comme un petit trésor sentimental chez moi. Et ceci m'a ouvert les voies vers une bande dessinée un peu plus soignée, un peu plus mûre, où l'aventure était beaucoup plus documentée, où les dessins et les couleurs étaient beaucoup plus soignés. Moi, j'étais ébloui. Hein. Le premier contact avec Tintin a été pour moi un éblouissement authentique. Hein. Ces influences de l'enfance restent profondément ancrées et déterminent un peu ce que je fais. Hein. Et en tout cas, à la différence de beaucoup des jeunes de ma génération, je pu maintenir, qui ont coupé à partir d'un certain âge, à partir de 12, 13, 14 ans, coupé avec le monde de la bande dessinée et passé à d'autres lectures. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir continuer toute ma vie très proche de la bande dessinée et trouvant toujours des produits qui m'intéressaient et, comme disait le sous-titre de Pilote, qui grandissaient avec moi. Je pense que j'ai eu quand même, si on laisse de côté une enfance et une adolescence, disons, sous le régime franquiste, qui marque énormément parce que réellement on était bombardé par les messages du régime, je pense que j'ai eu quand même la chance d'appartenir à une génération, tu vois. Le moment d'entrer dans le marché, Franco meurt quand j'ai 22 ans. C'est-à-dire, c'est juste le moment, c'est la jeunesse, c'est le moment d'entreprendre, de commencer à faire des choses, etc. Et après la mort de Franco, c'est l'explosion, c'est cette liberté tellement désirée pendant tellement de temps, se ferait un passage, commence après certaines hésitations, la reconduction de l'Espagne vers un régime démocratique, et la Movida, je pense, c'est la conséquence de cette découverte de la liberté. Et s'il y a une telle force, une telle créativité dans toutes ces revues, par exemple, que tu as citées, El Víbora, Madrid, Totem, 1984, des revues qui paraissent déjà à la fin des années 70 et qui durent, qui traversent tous les années 80, avec des revues d'une grande créativité, avec des auteurs importants qui continuent toujours, certains, à travailler, comme Max, comme Daniel Torres, comme Miguel Ancho Prado, comme Pellejero. Ce sont des gens qui appartiennent à cette même génération et qui sont maintenant assez connus aussi en France. Nous appartenons à cette génération. J'ai travaillé à l'époque, ça s'appelait une bande dessinée un peu expérimentale, sans parole, essayant que les images de façon autonome puissent raconter cette histoire avec des mises en page un peu sophistiquées, etc. Donc, dès les débuts,
j'ai eu cette volonté de rechercher à l'intérieur de la bande dessinée toutes les énormes possibilités, sinon cachées, au moins pas tellement utilisées. Et je crois que au moment où l'art des volets s'est présenté comme une œuvre incontournable pour moi, quelque chose que je devais faire, je crois que cela arrive à un moment où j'étais déjà assez entraîné, j'étais assez... je commençais déjà à manier un peu les ressorts de la bande dessinée, même peut-être pour ne pas faire trop avant-garde, parce que j'ai eu une période où je faisais peut-être trop avant-garde, et là, je me dis non, bon, essayons de faire un récit plus classique. Et bon, j'ai toujours mes ressorts que je connais de la bande dessinée pour un moment déterminé, jouer pour la représentation d'une situation, la caractérisation d'un personnage, d'un recours, d'une métaphore visuelle, d'un plan. Quand je commence à écrire l'art de voler, j'ai déjà 52 ans. Donc je suis déjà un homme mûr. Je travaille sur la bande dessinée depuis 25 ans au moins. Donc j'ai quand même les instruments qui me permettent d'aborder une histoire longue, complexe, très dure pour moi parce que le point de départ, c'est le suicide de mon père. Et c'est ça ce qui me fait aborder son histoire un peu comme revendication de sa mémoire. J'ai compris par la suite que cette explication que je me donnais était très généreuse pour moi, parce que je me dis, c'est bon, ouais, voilà le fils qui vient à secourir le père qui meurt dans l'anonymat, comme beaucoup d'hommes et de femmes de sa génération qui ont été effacés par le franquisme, tous ces combattants de la liberté, tous ces militants antifascistes, etc. Donc, mais en réalité, je pense que la pulsion première était le besoin pour moi, donc, de faire cette espèce de catharsis. Quand Keiko et moi avons commencé à préparer le Moi Assassin, au début, c'était faire un seul album. Un seul album avec cette idée. Je venais de prendre la retraite de l'université. Le monde universitaire me paraissait un monde très intéressant parce que sous les apparences d'une grande correction de la connaissance, le temple de la connaissance, l'académie, etc., il y a une grande violence. Il y a des affrontements très durs. En réalité, tu sais que ton collègue, et celui qui partage avec toi ton bureau, va concourir contre toi pour un poste. Et donc, c'est lui l'ennemi. Donc, si tu peux l'assassiner intellectuellement ou professionnellement, une bonne partie des collègues ne vont pas hésiter. Donc, c'est un monde assez particulier et qui s'y prête énormément à beaucoup d'intrigues. Là, en ce qui est en rapport avec l'Espagne, le protagoniste ment, mais le scénariste ne ment pas. On dit les choses telles avec des données fiables. Même le protagoniste, Adrián Cuadrado, est inspiré de celui qui est à l'heure actuelle le chef de cabinet de Pedro Sánchez, et qui a fait la même trajectoire que lui, c'est-à-dire il était conseiller du Parti populaire, un parti de droite, et qui est passé
chef de cabinet d'un parti de gauche, un parti socialiste. Donc, et la réponse qu'il donne à un moment déterminé, quand on lui pose la question, mais monsieur, vous ne trouvez pas une certaine incohérence hier, vous étiez à côté des populaires, maintenant vous êtes à côté des socialistes. Et la réponse est réelle. Non, mais je suis très fier qu'on apprécie mes talents de cette façon. Je suis un professionnel de la communication. C'est-à-dire, je peux mentir à gauche et à droite.